À quoi ressemblent les mondes au-delà de notre galaxie? L'univers qui nous entoure ne nous a toujours pas révélé ses limites. Si nous connaissons à présent les frontières de notre galaxie, la Voie lactée, nos instruments de mesure contemporains ne sont pas en mesure d'affirmer si le cosmos, quant à lui, est limité ou non. Cependant, à l'heure actuelle, la partie observable de l'univers semble représenter une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. On estime que l'horizon cosmologique se trouve à environ 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Néanmoins, la lumière émise par des objets lointains arrive à nous parvenir progressivement. Cette hypothétique frontière s'avère donc dynamique et l'univers observable s'allonge au fil du temps. Les scientifiques, qui ont longtemps considéré notre galaxie comme étant le centre de l'univers, savent aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ils ont compris depuis longtemps que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Plus encore, ils ont pu établir que notre galaxie ne représente qu'une infime parcelle de l'immensité cosmique, malgré ses dimensions à notre taille humaine quelque peu astronomiques. En effet, notre galaxie mesure à elle seule près d'une centaine de milliers d'années-lumière de longueur et 1 millier d'années-lumière en épaisseur. Ramenée à l'échelle de l'univers qui comptabilise des trillions de galaxies, autant dire qu'elle ne représente qu'un grain de sable dans le désert. La Voie lactée, parce que notre système solaire en fait partie et qu'elle comprend donc les objets les plus proches de nous, cumule une quantité considérable d'études et d'observations. Si elle nous a livré un grand nombre de ses secrets, il est évident que de nouveaux éléments seront mis à jour au fur et à mesure que les technologies progresseront. Mais crois-tu tout savoir sur notre galaxie? As-tu une idée de ce qui l'entoure? Penses-tu que dans un espace sidéral éloigné de millions, voire de milliards d'années-lumière, les astres alors présents se comportent différemment? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les frontières de notre Voie lactée. Nous aurons l'occasion de visiter des galaxies bien différentes les unes des autres. Durant notre voyage, nous serons probablement les témoins d'événements cosmiques exceptionnels d'une rare beauté. Nous découvrirons, perdus dans des zones lacunaires de l'espace, des objets stellaires ou planétaires comme nous n'en avons encore jamais rencontré. Loin de notre belle Terre, nous tenterons de comprendre les rouages de l'univers. Mais avant de commencer notre aventure interstellaire, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Avant d'entreprendre notre périple aux confins de la Voie lactée, j'aimerais te faire part de plusieurs faits surprenants la concernant. Peut-être connais-tu déjà certains d'entre eux, ou bien seras-tu étonné d'en prendre connaissance. Pour commencer, connais-tu l'âge de notre galaxie? On a longtemps cru qu'il s'agissait d'une très vieille dame, âgée de 13,5 milliards d'années, à peine plus jeune que la phase dense et chaude de l'histoire de l'univers, le fameux Big Bang, qui lui aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Toutefois, l'âge de la structure la plus vieille de notre galaxie, à savoir son disque épais, a été révisé à la baisse en 2021. Grâce aux données du télescope spatial Kepler, un groupe de scientifiques a pu mesurer les tremblements des étoiles de cette partie de la Voie lactée. À l'aide d'une méthode nommée l'astérosismologie, ils ont mesuré les oscillations des étoiles en lien avec leurs tremblements internes. Ces tremblements génèrent des ondes sonores à l'intérieur des astres qui les font sonner ou vibrer. Les fréquences ainsi produites renseignent les scientifiques sur les propriétés internes des étoiles et ils peuvent alors déduire leur âge. D'après leurs dernières estimations, le disque épais de la Voie lactée serait âgé non plus de 13,5 milliards d'années, mais de 13 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il serait apparu 800 millions d'années après le Big Bang. Malgré sa naissance il y a si longtemps, notre galaxie n'est pas éternelle. Elle est destinée, d'ici à 4 milliards d'années, à entrer en collision avec sa plus proche voisine,
la galaxie d'Andromède. En effet, ces deux monstres galactiques se rapprochent l'un de l'autre à la vitesse inouïe de plus de 400 000 km/h. En dépit des apparences, la rencontre entre ces deux galaxies spirales se fera en douceur. Quelques étoiles seront probablement détruites, mais globalement, ces deux galaxies ne feront que s'assembler pour n'en former plus qu'une. Imagine alors le magnifique ciel étoilé que pourra nous offrir cette nouvelle méga-galaxie. En attendant, notre Voie lactée continue de surprendre la sphère scientifique. Des astronomes ont découvert en 2010 qu'elle rejette des bulles massives de gaz de part et d'autre de son centre. Ces bulles de gaz, d'une chaleur extrême, sont nommées bulles de Fermi. Il s'agit de structures rayonnantes en forme de 8, orientées perpendiculairement au disque galactique. Pour l'heure, on ne sait pas encore à quoi elles correspondent exactement. Certains affirment, parce qu'elles sont parfaitement symétriques, qu'elles ont un lien direct avec le centre galactique. S'agit-il d'une manifestation liée à la mort d'une étoile dans la région de Sagittarius A, le trou noir géant de notre galaxie? La Voie lactée évolue donc dans l'univers au milieu d'une quantité incalculable d'étoiles. Cependant, nous avons pu établir qu'elle fait partie d'un ensemble de galaxies connu sous le nom de groupe local. Celui-ci contient plus de 60 galaxies, dont principalement des galaxies naines, toutes liées par des forces gravitationnelles communes. Pourtant, ce groupe local ne représente qu'une infime partie d'un amas de galaxies encore plus vaste, le superamas de la Vierge, dont il est d'ailleurs situé en périphérie. Ce superamas comprend au moins 100 groupes et amas de galaxies et pourrait faire près de 200 millions d'années-lumière de diamètre. Il appartient lui-même à une structure encore plus gigantesque, le superamas de l'Aniakea. Ce dernier, composé de plus de 100 000 galaxies et s'étendant sur plus de 520 millions d'années-lumière, n'a toutefois pas convaincu tous les scientifiques. En effet, certains pensent que les galaxies de cette dernière structure ne sont pas liées gravitationnellement et que, par voie de conséquence, ces sous-groupes devraient se disperser avec le temps. Mais revenons au groupe local. Malgré sa petite taille, il fait office de catalogue bien garni. Il regroupe pratiquement tous les types de galaxies, malgré les galaxies elliptiques géantes qui ne peuvent être présentes dans une si petite structure, si l'on peut dire en comparaison à notre dimension humaine. La taille du groupe local est d'approximativement 10 millions d'années-lumière de diamètre, et sa masse totale est estimée à 230 milliards de masses solaires. Les galaxies les plus éloignées de notre système solaire sont distantes d'environ 5 millions d'années-lumière. S'il abrite essentiellement des galaxies naines, il est l'hôte de 3 grandes et massives galaxies, à savoir la galaxie d'Andromède, qui est probablement la plus vaste, la galaxie du Triangle, qui est la plus petite, et bien sûr notre galaxie. Les deux membres principaux de ce groupe, à savoir la galaxie d'Andromède et notre Voie lactée, sont entourés de galaxies satellites plus ou moins nombreuses. Mais toutes les galaxies du groupe local ne sont pas associées à une galaxie hôte. Certaines semblent tracer leur route en solitaire. Nous les découvrirons un peu plus loin. En revanche, elles sont toutes liées au centre gravitationnel du groupe local qui se situe quelque part entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Ainsi, ce sont des centaines de milliards d'étoiles qui peuplent notre Voie lactée. On estime qu'il y en a entre 200 et 400 milliards. Plus de 100 milliards de planètes évolueraient dans cet amas grandiose dont le diamètre est estimé entre 100 000 à 200 000 années-lumière. Si la majorité des étoiles se situe plutôt en son centre, elles se font de moins en moins nombreuses au-delà de 120 000 années-lumière. Mais où s'arrête la Voie lactée? Qu'y a-t-il en sa périphérie? N'y a-t-il plus qu'un simple mélange de gaz interstellaires qui se noie dans l'espace intergalactique? Ou bien existe-t-il d'autres objets encore non détectés? Comme tu le sais, la Voie lactée est accompagnée de galaxies satellites.
Si au début du siècle, on pensait qu'elle ne possédait qu'une douzaine de galaxies compagnes, depuis, une cinquantaine d'autres galaxies ont été identifiées. Mais les experts s'accordent à penser qu'environ 150 galaxies restent encore à découvrir dans l'orbite de la Voie lactée. Avec les avancées technologiques, de nouveaux objets galactiques sont régulièrement dévoilés, d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'observer certains objets lointains ou peu lumineux grâce à des programmes spatiaux tels que, par exemple, la mission Gaïa. Parmi les galaxies satellites renommées de la Voie lactée, 2 d'entre elles sont de petites galaxies. Le Grand Nuage de Magellan, de 14 000 années-lumière de diamètre, et son compagnon de voyage, le Petit Nuage de Magellan, avec lequel il est relié par un pont composé de gaz d'hydrogène atomique neutre. C'est le fameux pont magellanique. Les autres galaxies qui orbitent autour de la nôtre sont principalement des galaxies naines. Les plus connues sont le Grand Chien, la galaxie naine du Sagittaire, la Petite Ourse, la galaxie naine du Sculpteur, la galaxie naine du Sextant, la galaxie naine du Fourneau et Lion 1. De toutes petites galaxies comme la galaxie naine de la Carène, la galaxie naine du Dragon ou encore Lion 2 ne mesurent pas plus de 500 années-lumière. Si ces galaxies sont pour certaines longtemps restées dans l'ombre, c'est parce qu'elles sont masquées par un halo noir. La Voie lactée est en effet entourée d'un halo qui, tel une bulle, l'enveloppe de part et d'autre. Celui-ci s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière, bien qu'au-delà du halo stellaire, jusqu'à pratiquement atteindre les nuages de Magellan. En réalité, quand on mentionne le diamètre de notre galaxie, qui est estimé à 100 000 années-lumière, on parle du disque galactique. Il s'agit donc de la partie la plus dense, où se concentrent massivement les gaz, les poussières et les étoiles accompagnées de leurs planètes respectives. En revanche, si l'on prend en compte cette périphérie, certes bien moins dense et peuplée, alors notre parc galactique voit ses frontières repoussées à 520 000 années-lumière. Mais que trouve-t-on dans ce halo d'apparence sombre? Il est composé d'une grande quantité de gaz chaud, dont la température est estimée entre 1 et 2,5 millions de degrés. Il pèse à lui seul pratiquement autant que la Voie lactée. Cet amas de matière noire semble jouer un rôle important dans l'environnement proche de la Voie lactée. Il maintient les galaxies satellites en orbite autour de leur hôte, les empêchant de partir à la dérive dans le cosmos. Et s'il ne se contentait pas de retenir les amas d'étoiles à sa périphérie? Se peut-il, comme l'ont avancé plusieurs astronomes, que certaines étoiles de notre galaxie aient été dérobées à une galaxie voisine? Il se pourrait que près de la moitié des étoiles qui orbitent à l'extrême bord extérieur de la Voie lactée proviennent de la galaxie naine du Sagittaire. En effet, cette dernière, qui a longtemps été considérée comme la galaxie la plus proche de notre galaxie, avant d'être devancée par la galaxie naine du Grand Chien, ou Canis Major, a réalisé plusieurs orbites autour de notre Voie lactée. À chacun de ces passages, sa proximité l'aurait soumise à la forte gravité de notre galaxie, qui lui aurait alors dérobé une grande quantité d'étoiles. Lors de simulations, les astronomes ont pu conclure qu'au fil du temps, la galaxie naine du Sagittaire aurait perdu près d'un tiers de ses étoiles et les 9/10 de sa matière noire au profit de la Voie lactée. Mais le travail de déchiquetage n'est pas terminé. 5 étoiles de cette galaxie naine pourraient bien venir s'implanter également au sein de notre Voie lactée, coïncidant ainsi avec 5 étoiles les plus éloignées de notre galaxie. Le disque de la Voie lactée ne sort pas indemne de ces interactions intergalactiques. Malgré une apparence imperturbable, il est, lui aussi, fortement impacté par son voisinage. C'est ce qu'ont pu démontrer 2 astronomes de l'Université d'Édimbourg en 2020. Le Grand Nuage de Magellan, qui est la galaxie satellite la plus massive de notre Voie lactée, avec une masse équivalente à 1/10 de celle de notre galaxie,
aurait violemment déformé notre disque galactique. Du fait d'importantes perturbations gravitationnelles, lors d'un passage datant d'environ 700 millions d'années, le disque de la Voie lactée aurait gardé les stigmates de ce passage rapproché. C'est pourquoi il apparaît tiré et tordu à une vitesse de près de 115 200 km/h, soit 32 km/s, en direction de la constellation de Pégase. Une seconde galaxie est responsable d'ondulations que l'on peut constater principalement sur les bords de notre Voie lactée. Il s'agit bien évidemment de la galaxie sphéroïdale naine du Sagittaire, l'un des satellites les plus proches de notre galaxie. D'ailleurs, celle-ci, bien que minuscule au regard d'autres monstres galactiques, est peut-être même à l'origine de la formation de notre Soleil. En effet, certaines galaxies sont amenées à entrer en collision les unes avec les autres. L'impact, s'il n'a rien d'explosif, engendre cependant des réactions en chaîne et des transformations progressives qui peuvent parfois modifier radicalement l'un des deux objets, voire les deux. Dans ce cas précis, la galaxie naine du Sagittaire s'est frottée d'un peu trop près à notre Voie lactée il y a de ça 6 milliards d'années. Ce rapprochement s'est probablement produit à plusieurs reprises. En plus de provoquer les ondulations de nombreuses étoiles du bord extérieur de la Voie lactée, il a sans doute déclenché la période de formation d'étoiles qui a donné naissance à notre Soleil. Si le balai incessant des monstres galactiques laisse des traces indélébiles, qu'en est-il des autres objets galactiques ? Selon certains scientifiques, un crash d'une extrême violence est probablement survenu dans le groupe local il y a 6 milliards d'années, conduisant à la naissance de la galaxie d'Andromède. Un groupe de chercheurs a modélisé l'évolution et la structure de ce monstre galactique. Ils sont arrivés à reproduire l'intégralité des propriétés exceptionnelles de cet astre, à savoir un grand disque mince et son anneau de gaz géant, un bulbe central massif, un disque épais colossal, un courant immense de vieilles étoiles assorti de nombreux courants d'astres lumineux dans son halo périphérique. Leur conclusion est sans équivoque. Andromède résulte de la fusion entre deux galaxies, l'une un peu plus massive que notre Voie lactée, l'autre 3 fois moins importante. Leur première rencontre remonte à moins de 9 milliards d'années, pour finalement ne faire qu'une, il y a de ça 5,5 milliards d'années. La collision est très certainement la plus importante que le groupe local ait jamais connue, d'autant que cette galaxie et ses satellites renferment la plus grande partie de la matière baryonique, des étoiles et du gaz visible du groupe. D'après leurs simulations numériques, la collision qui a précédé la fusion a dû être d'une grande violence, sans quoi la reformation du disque de la nouvelle galaxie n'aurait pas pu se produire après le choc. Lors de cette confrontation, une masse composée de gaz et d'étoiles, correspondant à 1/3 de celle de la Voie lactée, a été expulsée dans l'espace, formant, par la force de la gravité, des queues de marée qui se sont ensuite dispersées pour finir par longer le disque de la galaxie finale. L'étude en question va même bien au-delà de ces conclusions. Une hypothèse a vu le jour concernant l'origine des nuages de Magellan. Ces derniers pourraient avoir été créés dans l'une des queues de marée provoquées lors de cette collision historique, avant d'avoir été éjectés en direction de notre Voie lactée. Cette idée s'appuie sur le fait que les nuages de Magellan sont, en plus de leur forme irrégulière, riches en gaz, tout comme les queues de marée. Ces résultats sont relativement intéressants dans le sens où, d'une part, ils confirment que les galaxies spirales se sont formées au cours de fusions successives, et d'autre part, que les galaxies naines se sont créées à partir des queues de marée. Mais là encore, une nouvelle énigme surgit. Nombreuses sont les galaxies naines qui ne semblent pas appartenir à une galaxie haute. Et si nous allions les voir de plus près ? Je te propose à présent
de visiter d'autres membres du groupe local, en particulier ceux qui jouent les solitaires et qui ne sont associés à aucun autre objet galactique en dehors de leur hôte principal. Rejoignons dès à présent la galaxie naine du Sagittaire, qui est une galaxie irrégulière située dans la constellation du Sagittaire. Celle-ci est très différente de la célèbre galaxie sphéroïdale naine du Sagittaire, longtemps considérée comme le satellite galactique le plus proche de notre Voie lactée. La galaxie irrégulière naine du Sagittaire est distante de notre Soleil d'environ 4,2 millions d'années-lumière. La découverte de cet objet galactique remonte à 1977. Il a été mis en lumière sur une plaque photographique prise pour la création de l'Atlas de l'Observatoire européen austral à la CIA, au nord du Chili. Ce cliché a été possible grâce au télescope Schmidt, dont les deux miroirs font respectivement 1,62 et 1 mètre de diamètre. Sa position dans le cosmos, légèrement en dehors de la surface à vitesse nulle du groupe local, la situe à une si grande distance du barycentre de ce dernier qu'elle apparaît être à ce jour la galaxie la plus excentrée de toutes. Beaucoup plus lumineuse que la galaxie naine du Verseau par exemple, elle atteste avoir connu une longue période de formation d'étoiles. En effet, elle renferme une importante population d'étoiles d'âge intermédiaire. Parmi les nombreux astres qui scintillent, 27 étoiles dites carbonées ont été recensées. Celles-ci, des étoiles géantes et froides, qui plus est, en fin de vie, présentent une atmosphère contenant une quantité inhabituellement élevée de carbone du fait des mouvements de convection. Ce carbone, en absorbant les courtes longueurs d'onde, est responsable de la couleur rouge des étoiles. Cependant, les étoiles de cette galaxie sont, pour la plupart, relativement jeunes à l'échelle de l'univers, avec un âge compris entre 4 et 8 milliards d'années. Mais la majorité des astres qui la composent s'avèrent être pauvres en métaux, présentant un indice de métallicité en fer inférieur à 1,3. Comme tu peux le constater, la galaxie irrégulière naine du Sagittaire est ainsi qualifiée car aucune forme précise ne peut lui être attribuée. Mais ce qui nous intéresse avant tout chez elle, en dehors du fait qu'elle évolue en toute indépendance de la périphérie du groupe local, c'est le magnifique cliché qu'elle a offert en 2003 au télescope spatial Hubble. Celui-ci a fortuitement capturé la traînée d'un astéroïde qui dérivait dans cette région de l'espace, aux côtés de la galaxie alors observée. On peut admirer sur cette capture 13 arcs rougeâtres qui, tels des wagons de train se succédant, ont marqué le chemin de cet astéroïde, ainsi immortalisé. À environ 2,15 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dans la constellation de Cassiopée, une galaxie naine irrégulière répondant au nom 10 a également fait parler d'elle. Cette galaxie, dont la découverte par l'astronome Lewis Swift remonte à 1889, a longtemps été considérée comme une étoile faible faisant partie d'une très grande nébulosité, elle-même extrêmement faible et diffuse. Or, si un autre scientifique a suggéré en 1935 qu'il s'agissait d'une galaxie du groupe local, c'est dans les années 1960 qu'elle a été reconnue comme telle par Edwin Hubble du fait d'une vitesse radiale estimée à 350 km/s, démontrant que cet objet galactique se rapproche de nous. Par voie de conséquence, il fait bel et bien partie du groupe local. Bien que la galaxie IC10 ne soit pas si éloignée de nous, elle n'est pas des plus faciles à étudier, car elle se cache derrière une certaine quantité de poussière et d'étoiles. En effet, elle est proche du plan de notre disque galactique. Sa luminosité peut être comparée à celle du petit nuage de Magellan, bien qu'elle soit plus petite, ne mesurant que 5000 années-lumière de diamètre.
le milieu interstellaire intermédiaire qui nous sépare d'elle absorbe inévitablement une partie de son rayonnement. Cependant, si sa lumière est atténuée, son observation attentive permet d'affirmer qu'elle a une grande population de jeunes étoiles et qu'elle abrite pas moins de 27 nébuleuses planétaires. D'après la disposition de ces nébuleuses, on peut se demander si la galaxie n'est pas plus grande qu'il n'y paraît. L'observation 10/10 permet également de conclure qu'elle est toujours active. En effet, on peut y observer certaines régions où la formation d'étoiles est monnaie courante. Celles-ci, de lueur rougeâtre, apparaissent vigoureuses, et pour cause. IC10 est ce que l'on appelle une galaxie starburst. C'est d'ailleurs la galaxie connue de ce type la plus proche de notre Voie lactée. Ainsi, elle connaît des sursauts de formation d'étoiles. Elle abrite en moyenne 5,1 étoiles par kiloparsec, soit bien plus d'étoiles chaudes, dites Wolf-Rayet, par kiloparsec carré que les nuages magellaniques réunis. Sa teneur en métal, légèrement plus importante que celle du petit nuage de Magellan, démontre qu'elle a connu, en revanche, une période d'activité de formation stellaire bien plus longue. C'est pourquoi on peut y retrouver de nombreuses générations d'étoiles, plus ou moins jeunes. D'ailleurs, l'activité qui y règne encore, à l'heure actuelle, la formation d'environ 0,04 à 0,08 masses solaires par an. L'immense enveloppe de gaz interstellaire qui entoure cette galaxie procure de quoi maintenir cette activité durant encore quelques milliards d'années. L'immense bulle d'hydrogène qui englobe IC10, 10 fois plus grande en lumière visible que sa galaxie, a une particularité. En effet, son mouvement de rotation ne se calque pas sur celui de la galaxie elle-même. Bien qu'évidemment liés, ces deux éléments semblent évoluer chacun à leur guise, avec des rotations inversées. Serait-ce le fait de la distance de cette galaxie avec la galaxie d'Andromède, qui est similaire à celle de la galaxie du Triangle, ou bien serait-ce dû à la composition de son bulbe galactique? Au cœur de cette galaxie, les rayons X émanent de deux sources bien différentes. En effet, il s'agit d'un système binaire à forte masse, composé d'une part d'une étoile Wolf-Rayet, à savoir une étoile chaude de plusieurs dizaines de masses solaires, et d'un objet compact. Ce dernier n'est d'autre qu'un trou noir stellaire. C'est même l'un des plus massifs connus. Il contiendrait plusieurs dizaines de masses solaires. Un autre membre du groupe local attise notre curiosité. Il s'agit de la galaxie naine irrégulière Cetus, également nommée IC 1613 ou encore Caldwell 51. Située dans la constellation de la Baleine, appelée aussi constellation de Cetus, et distante de 2,4 millions d'années-lumière de notre Voie lactée, elle contient près de 100 millions d'étoiles, dont plusieurs spécimens d'étoiles variables céphéides qui permettent de définir les distances cosmiques. La plus grande partie de ces étoiles s'est formée il y a environ 7 milliards d'années. Mais aujourd'hui, il semble que cette galaxie soit au repos. Contrairement à d'autres galaxies naines irrégulières du groupe local qui sont encore très actives, Caldwell 51 ne semble plus produire la moindre étoile. Sa découverte par l'astrophotographe allemand Max Wolf remonte à 1906. Malgré une relative proximité, il s'agit d'un objet galactique qui n'apparaît que sous la forme d'une tache particulièrement faible et diffuse, même lorsqu'il est observé à l'aide d'un télescope de taille moyenne, sa magnitude apparente étant seulement de 9,9. En revanche, son observation n'est pas amoindrie par des poussières cosmiques. De ce fait, les étoiles variables qu'elle abrite peuvent être longuement étudiées et des mesures de distance précises être établies. À première vue, Caldwell 51 ne semble être qu'une simple galaxie de forme irrégulière et dépourvue de disques étoilés. Pourtant, cet objet galactique, qui se rapproche de nous à la vitesse de 234 km/s, est loin d'être banal.
En effet, cette galaxie s'est comportée comme une vraie fée du logis. À l'inverse du bon nombre de galaxies, elle ne renferme qu'une très faible quantité de poussière. En outre, la ligne de visée est également dégagée. Elle s'offre donc aux astronomes sans aucun filtre. Ces derniers ont alors pu observer avec minutie ces étoiles céphéides et ces étoiles variables de type RR Lyrae, ces géantes rouges dont la taille et la luminosité augmentent de façon périodique. Caldwell 51 a de ce fait joué un rôle très important pour l'estimation des distances. Mais comment cela s'explique-t-il ? Les étoiles dites variables connaissent des variations périodiques de leur luminosité qui sont liées à leur luminosité intrinsèque, c'est-à-dire leur propre luminosité. En mesurant les périodicités des étoiles, les astronomes sont en mesure de définir la luminosité propre de chaque étoile. En comparant ces valeurs à la brillance apparente de chaque astre, les scientifiques sont alors à même de déterminer la distance à laquelle ils apparaissent les plus faiblement lumineux. Ces étoiles, considérées comme des chandelles standards, ont donc permis aux astronomes d'élaborer une échelle des distances cosmiques. C'est ainsi qu'ils sont en mesure d'évaluer à quelle distance évolue un grand nombre d'objets dans l'univers. Mais toutes les galaxies ne connaissent pas la sérénité actuelle de Caldwell 51. C'est en particulier le cas de la galaxie naine du Phénix, ou PG 6830, une structure distante de 1,3 million d'années-lumière de la Terre est située dans la constellation du Phénix. Cette galaxie, dont la découverte remonte à seulement 1976 par Hans-Emil Schuster et Richard Martin West, a tout d'abord été confondue avec un amas globulaire, comme d'ailleurs un grand nombre de galaxies naines irrégulières. Cependant, dès les premières observations de cette petite galaxie, celle-ci présentait de telles caractéristiques qu'elle défiait les règles de la classification habituelle. Les étoiles les plus jeunes sont visibles dans ces régions intérieures. Celles-ci s'étendent selon une direction est-ouest. Les étoiles les plus âgées, quant à elles, sont essentiellement situées à sa périphérie, dans des régions dites extérieures, mais ces dernières s'étalent selon un autre axe, à savoir nord-sud. Malgré tout, elle ne peut intégrer la catégorie des galaxies naines sphéroïdales du fait qu'elle ne renferme pas assez de gaz pour permettre la formation de nouvelles étoiles, même si le taux de formation d'étoiles dans sa région centrale semble avoir été relativement régulier au cours de son évolution. Cet objet galactique a très certainement été secoué à maintes reprises par des explosions de supernovas. En effet, un nuage de gaz d'environ 10 masses solaires est observé à proximité de la galaxie, juste à l'ouest. Celui-ci a vraisemblablement été éjecté après avoir subi des explosions successives de supernovas lors de la formation d'étoiles, comme en témoigne la présence d'astres relativement jeunes. Cette région H1 est composée entre autres d'hydrogène atomique neutre, bien qu'elle ne soit pas implantée au sein de la galaxie, est tout de même gravitationnellement liée à celle-ci et finira inexorablement par retomber à l'intérieur. Mais voyons à présent une galaxie naine sphéroïdale avérée du groupe local. Rejoignons la galaxie naine du Toucan, distante de 2,8 millions d'années-lumière de la Voie lactée, mais qui, en plus d'être un membre isolé, se trouve presque à l'opposé de la plupart des autres galaxies par rapport à la Voie lactée. Celle-ci est uniquement composée d'étoiles très anciennes qui se sont créées au cours d'une seule période de formation, la même que celle de notre Voie lactée et de ses amas globulaires. La vitesse de dispersion de la galaxie du Toucan est de 15,4 km/s au centre, alors que sa vitesse de rotation est de 16 km/s dans ses régions externes. En plus de tourner inlassablement sur elle-même, elle s'éloigne de plus en plus de nous,
comme en témoigne sa vitesse radiale, qui est de 194 km par seconde par rapport au Soleil. De la même façon, la galaxie du Toucan s'éloigne du centre de la Voie lactée à 98,9 km/s. Sa découverte ne date que de 1990, mais du fait de son isolement, elle fait depuis l'objet de nombreuses observations. Il s'agit de la deuxième galaxie la plus éloignée de toutes les galaxies du groupe local, après la naine irrégulière du Sagittaire. Située près du bord du groupe local, elle est éloignée de 3,6 millions d'années-lumière du barycentre de celui-ci. C'est aussi l'une des deux seules galaxies sphéroïdales naines du groupe local qui ne soit pas à proximité de la Voie lactée ni de la galaxie d'Andromède. La galaxie naine du Toucan a probablement toujours évolué seule, sans subir les forces gravitationnelles d'autres membres. De ce fait, elle peut aider les scientifiques à remonter le cours du temps et enfin, peut-être, comprendre un jour la cinématique et l'histoire de la formation du groupe local, en plus d'évaluer le rôle de l'environnement dans l'évolution des galaxies naines. Dans la catégorie des galaxies isolées, la galaxie naine irrégulière de Wolf-Lundmark-Melotte, aussi désignée WLM, est également étudiée pour avoir conservé une composition chimique très proche des débuts de l'univers. Cette galaxie, qui se trouve dans la constellation de la Baleine, se situe à 3 millions d'années-lumière de notre Soleil. Sa taille maximale est de 8000 années-lumière et sa luminosité est légèrement plus élevée que la moyenne des amas globulaires. Dans son voisinage, on retrouve la galaxie IC 1613, à une distance d'1 million d'années-lumière. Elle a été observée pour la première fois en 1909, mais c'est en 1926 qu'elle a intégré la longue liste des galaxies connues en lieu et place d'un amas globulaire. Certaines de ces étoiles, de faible masse, sont considérées comme primitives. Parmi ces innombrables sources de lumière, on retrouve des étoiles qui ont commencé à se former il y a plus de 12 milliards d'années. Une moitié d'entre elles a plus de 9 milliards d'années. Un fort ralentissement s'en est suivi, avant de reprendre il y a 1 à 2,5 milliards d'années. Dans son halo périphérique, on peut visualiser un grand nombre de vieilles étoiles rouges dont l'âge remonte à la formation de la galaxie. A contrario, les étoiles plus centrales sont de jeunes étoiles bleues. Sa morphologie allongée, son emplacement relativement isolé en bordure du groupe local, ainsi que les caractéristiques et la taille de ces étoiles, laissent à penser que WLM n'a jamais subi d'interaction, ni avec aucune autre galaxie du groupe local, ni avec aucun autre objet cosmique. En revanche, des disparités ont été découvertes concernant la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère de certaines étoiles supergéantes. Celle-ci serait jusqu'à 5 fois supérieure au taux d'oxygène décelé dans le milieu interstellaire environnant. Cette différence de concentration en oxygène, mais aussi en fer, n'est pas sans rappeler les anomalies similaires qui ont déjà été étudiées dans la galaxie de Barnard ou encore dans le petit nuage de Magellan. Tout laisse à croire que ces galaxies, bien qu'indépendantes les unes des autres, ont connu une évolution stellaire identique. Bien évidemment, toutes les galaxies du groupe local n'ont pas suivi le même processus. C'est notamment le cas de la galaxie Léo A, également connue sous le nom Léo 3. Cette galaxie naine irrégulière évolue à 2,54 millions d'années-lumière de notre système solaire vers la constellation du Lion. Elle s'étend sur environ 10 000 années-lumière et sa masse est d'environ 80 millions de masses solaires, dont 80% de matière noire. Pour les scientifiques, elle s'avère être une galaxie assez inhabituelle. Elle ne présente pas de caractéristiques structurelles évidentes.
Elle est composée d'une masse d'étoiles de forme approximativement sphérique et elle est l'une des galaxies les plus isolées du groupe local. Elle ne montre aucun signe de fusion ou d'interaction lointain et encore moins récent avec l'un de ses rares voisins. Pourtant, Leo A est l'une des rares galaxies irrégulières dont près de 90% de sa population d'étoiles est âgée de moins de 8 milliards d'années. Son contenu, relativement massif, à prédominance de jeunes étoiles, correspond aux standards que nous connaissons. En effet, les jeunes étoiles sont habituellement le résultat d'une interaction récente avec une autre galaxie. Par ailleurs, elle abrite des étoiles variables de type RR Lyrae, ce qui indique que la galaxie renferme également une population stellaire âgée de 10 milliards d'années. De ce fait, l'histoire de l'évolution de cette galaxie est pour le moins inhabituelle. Sa période de formation d'étoiles n'a pas suivi une échelle de temps classique en comparaison avec ses comparses. Une fois de plus, cette galaxie aux apparences banales, tout en intégrant la catégorie des objets quelque peu intrigants, soulève de nouveaux questionnements. Comme tu peux le constater, les galaxies ne manquent pas dans l'univers. On pourrait encore en visiter des dizaines dans le groupe local et des milliers au-delà de cette partie de l'espace. Que dirais-tu de porter notre attention sur d'autres objets cosmiques ou événements atypiques ? Je te propose de rejoindre une galaxie naine du groupe local située dans les constellations de la Daurade et de la Table, le Grand Nuage de Magellan. Cette galaxie a été très récemment sous les projecteurs en raison d'un phénomène impromptu qui, par chance, a été immortalisé par le télescope Hubble. Voici LMC N49, un rémanent de supernova. Situé à 160 000 années-lumière, il matérialise ce qui reste après l'explosion d'une étoile qui s'est produite il y a environ 5000 ans de cela. Telle une toile d'araignée, ces filaments lumineux qui l'arborent s'étendent sur un diamètre de 75 années-lumière. En fin de vie, l'étoile impliquée a d'abord éjecté du gaz avant de littéralement exploser. L'onde de choc générée a traversé les gaz environnants à la vitesse de 100 à 300 km/s. Le passage de cette onde de choc a chauffé les filaments de gaz jusqu'à 1 million de degrés, d'où leur luminosité. Si d'autres rémanents ont déjà été observés, LMC N49 est quant à lui très particulier. C'est la première fois qu'un rémanent se comporte de la sorte, prenant la forme d'une goutte d'eau emplie de structures filamenteuses. Habituellement, les rémanents ont une forme quelconque de grosses bulles uniformes. Mais un autre point en particulier attire les scientifiques. En effet, au milieu de cet amas de gaz lumineux, une étoile à neutrons a été détectée. Ce type d'astre, qui apparaît à la suite de l'écroulement gravitationnel d'une étoile massive lors d'une supernova, n'est pas étonnant. En revanche, celle-ci est particulièrement dense, avec une masse proche de celle de notre Soleil, alors que son diamètre n'est que de quelques kilomètres. En outre, cette étoile connaît une activité intense et une vitesse de rotation rapide, ce qui la place dans la catégorie des pulsars. Ce type d'explosion thermonucléaire cataclysmique, qui se produit lorsqu'une étoile à court de carburant s'éteint, est aussi court que spectaculaire. Encore faut-il regarder au bon endroit et au bon moment. S'il est très compliqué d'observer un tel événement, en revanche, les rémanents, c'est-à-dire les nuages de poussière et de gaz surchauffés, persistent pendant des millénaires. Même s'ils s'avèrent bien moins lumineux et spectaculaires que la supernova elle-même, ils n'en restent pas moins merveilleux. Mais surtout, ils permettent aux astronomes de collecter des données essentielles. Ils peuvent ainsi étudier le cycle de vie des étoiles. Un tel rémanent, qui regorge d'informations sur les interactions entre les nuages et le milieu interstellaire,
offre une opportunité supplémentaire aux astronomes de comprendre un peu plus la dynamique globale de l'univers. Mais restons dans cette région du groupe local. Les nuages de Magellan, qui sont des objets remarquables, s'avèrent par ailleurs être associés à un phénomène extraordinaire et parfois déconcertant. Il s'agit des nuages à grande vitesse, notamment du courant magellanique. Effectivement, les supernovas ne sont pas les uniques manifestations cosmiques qui induisent des vitesses de mouvement importantes des différents éléments. On retrouve les nuages à grande vitesse dans le halo galactique de certaines galaxies. Ils sont composés d'une grande masse de gaz interstellaire. Certains sont particulièrement massifs, atteignant parfois plusieurs millions de fois la masse du Soleil et s'étalent sur de grandes distances. Leur particularité, c'est qu'ils se déplacent à des vitesses bien différentes de la rotation du disque de leur galaxie, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. L'origine de ces nuages, même si elle fait l'objet de nombreuses recherches, pourrait être expliquée selon plusieurs théories. En effet, certains nuages à grande vitesse présentent des métallicités beaucoup plus faibles que celles trouvées dans leur galaxie haute, ce qui laisse à penser qu'ils faisaient partie, à l'origine, d'un autre objet galactique probablement un peu trop proche. D'autres nuages à grande vitesse, en revanche, contiennent des éléments lourds, notamment des quantités importantes de fer, ce qui permet de suggérer qu'ils ont sûrement été éjectés en dehors de la galaxie, pourquoi pas lors de supernovas explosives. Mais qu'en est-il du courant magellanique qui s'étire longuement autour de la Voie lactée à une distance de 180 000 années-lumière? Découvert en 1965, celui-ci a immédiatement intrigué les astronomes du fait de sa vitesse anormalement élevée. Et pour cause. Cette structure, composée de nuages interstellaires qui s'étendent sur notre sphère céleste sur près de 230 degrés, présente une vitesse d'environ 400 km par seconde. Cette immense colonne d'hydrogène non ionisé est la seconde structure par la taille à être observée depuis la Terre après notre Voie lactée. Le courant magellanique est si vaste que plus de 40 années d'observation à l'aide des plus grands télescopes radio ont été nécessaires pour, enfin, percer les mystères qui entourent cette structure. Une étude, publiée en 2015, a réussi à caractériser les mécanismes physiques de sa formation et, de ce fait, à révéler ses origines. Les scientifiques ont découvert que le courant magellanique est composé de deux énormes filaments de gaz qui s'échappent chacun de l'un des deux nuages de Magellan. Ces filaments se lancent à près d'1 million de km/h vers la Voie lactée et de son halo de gaz chauffé, tout en suivant la trajectoire de leur nuage, en compagnie de gigantesques tourbillons rappelant les volutes de fumée s'échappant d'un gros cigare. Plus ces nuages se rapprochent de la Voie lactée, et plus la pression du halo, dont la température des gaz atteint le million de degrés, les repousse dans l'espace. Par ailleurs, une quantité colossale de petites bulles de gaz tombe littéralement dans notre galaxie. Celle-ci résulte d'un choc ancien entre les deux nuages de Magellan qui semble s'être produit il y a environ 250 millions d'années, ce même choc qui aura induit le pont de matière reliant les deux nuages. Des simulations ont démontré que le courant magellanique s'est probablement formé en deux phases. Dans un premier temps, tandis que les nuages de Magellan étaient encore relativement éloignés de notre galaxie, le plus grand des deux aurait pompé le gaz du plus petit. Puis, lorsque ces deux galaxies ont commencé à chuter dans la nôtre, leurs couronnes galactiques respectives auraient été dépourvues d'un cinquième de leur masse au profit du courant de Magellan. Par la suite, ce courant, impacté par la gravité, se sera étiré jusqu'à former le gigantesque arc que nous connaissons aujourd'hui. Ce modèle, en plus d'expliquer la forme filamenteuse du courant,
permet de mieux comprendre pourquoi il est entièrement dépourvu d'étoiles. Dans une partie du cosmos bien plus éloignée, non loin de la galaxie du Triangle, un autre nuage à grande vitesse a été découvert. Situé à 2,28 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dans la constellation des Poissons, il s'agit du nuage à grande vitesse HVC 127 41 330, pour High Velocity Cloud en anglais. Ce nom, qui n'a rien de poétique, reprend les trois nombres correspondant respectivement à sa longitude, à sa latitude galactique, ainsi qu'à sa vitesse radiale. Il se caractérise par un halo de matière noire au sein duquel un disque de gaz baryonique et de poussière, relativement dense, reste prisonnier. Ce nuage, qui est concentré d'hydrogène intergalactique, est probablement en interaction gravitationnelle avec la galaxie naine des Poissons qu'il côtoie. Constitué essentiellement d'hydrogène atomique neutre, c'est donc ce que l'on appelle une région H1. Dans cette structure, qui est pourtant large de 20 000 années-lumière, aucune étoile n'a encore été décelée. Et s'il s'agissait d'une galaxie noire? Si tel était le cas, il s'agirait de la première repérée dans le groupe local. L'apparition des galaxies noires daterait des premiers milliards d'années de l'univers. Elle pourrait correspondre à l'une des toutes premières étapes de formation des galaxies lumineuses que nous connaissons. Leur composition, dont le ratio masse de matière baryonique et masse de matière noire est particulièrement faible, allant de 0,01 à 0,15 selon les modèles, ne leur permet pas encore de produire des étoiles, ou alors très lentement. De ce fait, elles sont totalement obscures, ce qui les rend si difficilement détectables. Selon certains experts, il faudrait plus de 100 milliards d'années pour transformer l'intégralité de leur matière interstellaire en étoiles et ainsi devenir des galaxies à faible brillance de surface avec un rapport masse-luminosité tendant vers l'infini. Pour certains scientifiques, l'univers devait, à ses débuts, être principalement occupé par ce type de galaxies noires. L'étude de ces objets ténébreux devrait permettre de comprendre le processus de formation des galaxies actuelles. Mais comment parvenir à les repérer? En 2012, une équipe de chercheurs de l'Observatoire européen austral a annoncé avoir trouvé un moyen. Il leur faut braquer une lumière extrêmement vive là où ils supposent qu'une galaxie noire existe. Ensuite, ils recherchent l'enveloppe fluorescente du gaz appartenant à la galaxie noire lorsqu'elle est éclairée par la lumière aux ultraviolets provenant d'un proche quasar. De ce fait, la lumière du quasar est projetée sur la galaxie noire qui s'illumine, comme le ferait un vêtement blanc recevant les rayons d'une lampe à ultraviolets dans une boîte de nuit. Comme tu peux le constater, les astronomes ne se contentent pas d'observer les objets lumineux ou massifs, et chaque parcelle cosmique joue un rôle dans notre compréhension de l'univers. Je te propose à présent de retrouver un peu de luminosité. Rejoignons la galaxie NGC 2663, une galaxie elliptique typique située dans la constellation de la Boussole, à une centaine d'années-lumière de la Voie lactée. Si la galaxie est elle-même connue depuis 1886, un grand nombre de ses propriétés demeuraient mystérieux jusqu'à ce qu'un groupe d'astronomes réalise une étude multilongueur d'onde dans le but de dévoiler la nature exacte de cet objet. En combinant des données à plusieurs longueurs d'onde, comme des observations radio et des données de rayons X collectées depuis différents centres d'observation de la planète, ils ont été en mesure d'affirmer il y a très peu de temps, à savoir en 2022, qu'il s'agit d'une galaxie de forme ovale, elliptique. Cette autre galaxie du groupe local, en plus d'être grande et massive, avec une masse stellaire d'approximativement 580 milliards de masse solaire, a surpris, pour ne pas dire choqué, les scientifiques. En effet, les ondes radio ont révélé que cette galaxie émet 2 jets radio prodigieusement longs
qui suivent des trajectoires diamétralement opposées. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils s'étendent, avec une vitesse proche de celle de la lumière, sur près de 1150 années-lumière. Ce courant jet, qui est expulsé avec une énergie colossale du trou noir supermassif situé dans le bulbe galactique, est 50 fois plus grand que la galaxie elle-même. Pour te donner une comparaison, s'il était visible à l'œil nu depuis notre système solaire, ce jet de matière semblerait plus grand que la Lune dans notre voûte céleste. Ces caractéristiques font de cette galaxie, longtemps considérée comme banale, l'une des plus grandes radiogalaxies en taille angulaire projetée de notre univers proximal. Pour continuer notre périple, je te propose maintenant de découvrir une galaxie géante, Persée A, également connue sous le nom de NG 1275. Cette galaxie est le membre prédominant de l'amas galactique de Persée. Elle se situe dans la constellation de même nom et sa distance est évaluée à 246 millions d'années-lumière de notre Soleil. Elle fait partie des objets cosmiques qui méritent toute l'attention des astronomes. D'une part, pour sa structure frêle en dentelle rougeâtre qui entoure son bulbe lumineux, et d'autre part, pour son activité qui lui donne des airs de monstre magnétique. Il s'agit en effet d'une galaxie active de type Seyfert 2. On peut admirer le disque de cette galaxie lenticulaire ainsi que son noyau extrêmement brillant et compact, où s'active un trou noir supermassif. La masse de ce dernier est d'environ 340 millions de masses solaires. Ce type de noyau représente l'une des plus grandes sources de rayonnement électromagnétique de l'univers. La galaxie contient près de 13 milliards de masses solaires d'hydrogène moléculaire. Celui-ci provient probablement du milieu intergalactique de l'amas de Persée. Cet hydrogène moléculaire, plus froid, alimente le noyau actif de la galaxie de Persée A, d'où sa production d'étoiles à un rythme effréné. L'observation attentive de ce monstre galactique, qui affiche des dimensions proches de 230 000 années-lumière, permet d'attester qu'il est en fait composé de deux membres, à savoir de deux galaxies. La galaxie principale est accompagnée d'une galaxie dite HVS, ou High Velocity System, qui se rapproche de la première à la vitesse de 3000 km/s. Bien que distantes l'une de l'autre d'au moins 200 000 années-lumière, la galaxie HVS est destinée à fusionner avec Persée A. La force de marée produite par la galaxie principale ainsi que la pression dynamique subie lors du déplacement de cette galaxie HVS dans le milieu intra-amas de Persée la dépouille progressivement de ses gaz, tout en favorisant de manière intense la formation d'étoiles dans cette dernière. Persée A, qui est donc le membre prédominant de l'amas de Persée, également nommé le groupe NGC 1275, est situé au centre de ce dernier. De plus, c'est la plus brillante de toutes les galaxies de ce groupe. Ces caractéristiques sont souvent retrouvées au centre des amas de galaxies. Une équipe d'astronomes suggère que plusieurs milliers d'amas d'étoiles compacts et massifs se sont formés du fait du gaz environnant refroidi durant le dernier milliard d'années au moins, soit l'équivalent de 5000 à 3 millions de masses solaires. Le centre des amas de galaxies, alimenté par des amas d'étoiles abondants dans l'environnement, gagne ainsi en luminosité au fil du temps cosmique. En observant Persée A, tu ne peux qu'admirer son réseau massif de filaments lumineux rougeâtres
émanant du gaz chauffé à plusieurs millions de degrés. Ces longs filaments, dont la masse des gaz contenus atteint dans chacun d'entre eux environ 1 million de masses solaires, s'étendent bien au-delà de la galaxie. Source de rayons X, leur épaisseur n'est que de 200 années-lumière. Mais poussés par des bulles de plasma provenant du noyau actif de la galaxie, ils peuvent atteindre jusqu'à 200 000 années-lumière de longueur. Malgré une température élevée de près de 55 millions de degrés Celsius du gaz environnant, ces longs filaments restent plus froids que le milieu intergalactique dans lequel ils stagnent. Ils ne semblent pas se dissiper ni s'effondrer pour former des étoiles. Leur existence durable pourrait être expliquée par la présence de faibles champs magnétiques extragalactiques qui seraient alors juste suffisants pour maintenir ensemble les ions des filaments tout en les protégeant d'un effondrement résultant soit des forces gravitationnelles, soit de la violence de l'amas avoisinant au cours de leur durée de vie, estimée à 100 millions d'années. Des phénomènes autant exceptionnels qu'inexpliqués se produisent fréquemment dans le cosmos. Bon nombre passent inaperçus, mais l'un d'entre eux a défrayé la chronique en 2019. À une distance d'environ 800 millions d'années-lumière de notre système solaire, un objet inconnu a été anéanti par un trou noir stellaire. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me diras-tu. Cependant, cette fusion cosmique a généré suffisamment d'énergie pour courber l'espace-temps et provoquer des ondes gravitationnelles qui ont parcouru le cosmos à grande vitesse jusqu'à venir rebondir sur les abords cosmiques de notre Terre. 3 détecteurs de haute sensibilité ont mesuré ces perturbations le 14 août 2019, donnant ainsi à ce phénomène le nom de GW 190814. Il s'avère que durant des millions, voire des milliards d'années, 2 objets ont tourné l'un autour de l'autre, formant une spirale de plus en plus étroite, les menant inévitablement à l'affrontement. L'un de ces 2 objets est un trou noir dont la masse équivaut à 23 masses solaires. Il n'a eu aucun mal à engloutir le second objet, dont la masse compacte surpassait à peine 2,6 masses solaires. Ce second objet, inconnu, laisse planer le mystère concernant sa nature. S'agissait-il d'une étoile à neutrons? Ou bien était-ce un autre trou noir? Dans les 2 cas, sa masse est surprenante et laisse les scientifiques dans le flou. En effet, selon nos connaissances, une étoile à neutrons ne peut exister au-delà de 2,1 masses solaires, la majorité d'entre elles présentant approximativement 1,4 masses solaires. Celle-ci aurait donc été exceptionnellement lourde. De plus, les observations actuelles ont du mal à déterminer, si ces étoiles devaient toutefois exister, quel phénomène pourrait les empêcher de s'effondrer sur elles-mêmes après une augmentation de masse si importante. Concernant un potentiel second trou noir, les plus faibles décelés à ce jour affichent des masses avoisinant les 5 masses solaires. Ce dernier aurait, de ce fait, été particulièrement léger. Le mystère quant à la nature du second objet ne sera probablement jamais élucidé, même si la communauté scientifique penche davantage pour la fusion de 2 trous noirs de masses inégales. Cependant, cet incident cosmique n'a pas dit son dernier mot. En effet, la différence de masse entre les 2 objets impliqués est fascinante. Jusqu'alors, les collisions observées ont toujours impliqué des binômes de masse quasi similaires. Ce ratio de 9 contre 1 est sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. En plus d'ouvrir la voie à des tests gravitationnels encore jamais réalisés auparavant, il soulève de nouvelles questions sur la manière dont se forment les systèmes binaires. Le cosmos regorge d'objets astronomiques, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Nous venons de découvrir certains d'entre eux, aux propriétés parfois communes, ou au contraire, extraordinaires, voire déconcertantes.
Nous avons parcouru le groupe local en observant certaines de ces galaxies parmi les plus remarquables. Tu as également eu l'occasion de visualiser le rémanent le plus lumineux du grand nuage de Magellan, de rencontrer des nuages à grande vitesse, de faire connaissance avec une hypothétique galaxie noire ou encore d'observer un pulsar ainsi qu'un gigantesque jet de trous noirs. Tu viens ainsi de découvrir les principaux objets extragalactiques étudiés par les scientifiques. Pourtant, tu n'es pas encore au bout de tes surprises. Je t'emmène à présent à 5 milliards d'années-lumière dans une partie reculée du cosmos, où nous allons explorer un quasar comme tu n'en as probablement jamais vu. Mais avant de le rejoindre, commençons par nous intéresser à ce type d'objet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un quasar? Un quasar, ou source de rayonnement astronomique quasi-stellaire, est un trou noir supermassif situé au centre d'une région incroyablement lumineuse et correspondant au noyau actif d'une galaxie. Il est considéré par les astronomes experts comme l'astre le plus lumineux de tout l'univers. Il s'agit donc d'un corps céleste qui est alimenté par un trou noir supermassif, c'est-à-dire des milliards de fois plus massif que notre Soleil. Toutefois, toutes les galaxies abritant un trou noir ne possèdent pas de quasar. Celui-ci correspond à la région compacte qui entoure le trou noir contenu dans une galaxie massive. Lorsque ce matériau céleste s'avère trop proche du trou noir, il crée un disque d'accrétion renfermant d'énormes quantités de gaz dont la température s'élève jusqu'à des millions de degrés, d'où l'intense rayonnement qu'on lui connaît. Les scientifiques pensent que les quasars étaient beaucoup plus nombreux il y a 10 à 9 milliards d'années. Ils ont également constaté que ces objets connaissaient des variabilités très différentes les uns des autres. Si leurs durées de vie sont diverses, l'activité qu'ils génèrent varie fortement aussi sur de très courtes périodes de quelques jours, voire de quelques heures. Finalement, le seul point commun que les quasars possèdent, c'est leur puissance d'émission malgré une faible taille. Ils sont considérés comme les plus actifs des noyaux actifs de la galaxie, à savoir les AGN, pour Active Galaxy Nucleus. Pour qu'un trou noir soit considéré comme un quasar, il doit ingurgiter au moins une étoile de type solaire par jour. Cette activité débordante semble être due à la concentration de matière autour d'un trou noir, lui permettant ainsi de se gaver continuellement et longuement d'une nourriture abondante. Le gaz, puissamment impacté par l'influence gravitationnelle du trou noir, subit des accélérations proches de la vitesse de la lumière, engendrant ainsi d'intenses champs magnétiques accompagnés d'un rayonnement gigantesque. Ce phénomène est additionnel. Plus le trou noir absorbe de la matière, et plus sa gravité grandissante lui permet d'attirer davantage de masse, tandis que le disque d'accrétion tourne de plus en plus vite. La matière de ce dernier, alimentée par les fusions d'étoiles et leur déchirement lorsqu'elles sont sur le point d'être absorbées, est donc chauffée intensément par cette rotation accélérée. C'est ce qui génère l'importante source des radiations constatées. L'expansion de l'univers explique probablement pourquoi les quasars sont moins nombreux à présent. Les astres, dont la répartition est moins dense à l'heure actuelle, connaissent moins de collisions et de ce fait, la nourriture vient à manquer. On présume que de nombreuses galaxies ont autrefois été des quasars, les plus massives ayant assurément connu cette phase durant une dizaine de millions d'années, jusqu'à 100 millions d'années au plus. Et si je te proposais à présent d'assister non pas à la fusion cataclysmique entre deux objets cosmiques, mais à la naissance d'une galaxie? Si la sphère scientifique s'est toujours posé la question de savoir, entre le trou noir et la galaxie, lequel des deux est apparu en premier, elle a peut-être trouvé un début de réponse en observant un quasar nu, c'est-à-dire dépouillé de toute galaxie. Le quasar HE 0450 de 1958.
Découvert en 2005 par une équipe de l'université de Liège en Belgique, ce quasar très particulier et situé à plus de 3 milliards d'années-lumière de la Terre, a retenu l'attention des scientifiques. L'observation de cette quasi-étoile, ou KSO pour objet quasi-stellaire, a révélé une région centrale si lumineuse qu'elle éclipsait, en apparence, sa galaxie environnante. Supposant que l'éventuelle galaxie de cet objet intensément lumineux puisse être occultée par de grandes quantités de poussière, comme c'est souvent le cas, les astrophysiciens l'ont alors scruté à l'aide d'un spectromètre et imageur pour l'infrarouge moyen VISIR, installé sur l'Observatoire spatial européen. Ils ont également combiné leurs données avec de nouvelles images obtenues à l'aide du télescope spatial Hubble, dans le proche infrarouge. Cependant, contre toute attente, aucun nuage de poussière n'a été décelé, et malgré une étude poussée de cet objet lumineux, aucune galaxie haute n'a été détectée. Du fait de l'absence totale d'étoiles dans sa zone environnante, cet objet a donc été surnommé le quasar nu. Ce que les scientifiques ont découvert, en revanche, c'est qu'une galaxie relativement proche de ce quasar, distante de 22 000 années-lumière seulement, était une véritable nurserie, produisant des étoiles à un rythme effréné. Cette galaxie compagne, extrêmement riche en très jeunes étoiles, se trouve être située en plein dans le viseur de l'un des puissants jets du quasar. Elle produit près de 350 soleils par an, ce qui est 100 fois plus rapide que ce que l'on peut voir dans toute galaxie typique de notre univers local. Mais la suite de leurs observations est tout aussi surprenante. En effet, les scientifiques ont, de plus, repéré un pont de matière qui relie le quasar à sa galaxie voisine. La matière et l'énergie qui s'écoule du trou noir quasar tombent à grande vitesse vers cette galaxie. Ce scénario suggère que le quasar est donc à l'origine de cette extraordinaire formation d'étoiles. Cette galaxie compagne est sans doute apparue après qu'un banal nuage de gaz a été atteint par le jet de particules hautement énergiques émanant du quasar. Mais d'où provient toute cette énergie ? Les scientifiques se sont évidemment penchés sur cette question troublante. Pour expliquer la puissance de ce quasar, ils soumettent l'idée suivante. Le trou noir serait alimenté par d'abondants filaments de gaz intergalactiques. Comme tout objet cosmique, ce quasar se déplace continuellement dans le cosmos. Avec une vitesse de quelques dizaines de milliers de kilomètres par heure, il finira inexorablement par fusionner avec cette jeune galaxie. Ainsi, qu'il soit réellement nu ou pas, il sera inévitablement, dans un avenir plus ou moins lointain, enveloppé des milliards d'étoiles qui l'engendrent actuellement. Ces observations remettent en cause la compréhension que les scientifiques avaient de ce type de système. Si l'on considère potentiellement ce phénomène exceptionnel comme un chaînon manquant, on peut alors mieux comprendre pourquoi la masse des trous noirs est plus importante dans les galaxies qui possèdent le plus grand nombre d'étoiles. De prochaines observations, aidées par de nouvelles générations d'instruments encore plus précis, seront tournées vers des objets similaires, encore plus éloignés. Peut-être qu'un jour, nous serons en mesure de révéler le lien entre la formation des trous noirs supermassifs et la formation des galaxies de l'univers profond. Nous voici au terme de notre incroyable voyage au-delà de la Voie lactée. Au cours de notre périple nous menant à des milliards d'années-lumière, tu as eu l'occasion de découvrir des merveilles cosmiques qui défient l'imagination. Tu as été témoin de la beauté et de la complexité de l'univers, ainsi que d'événements cosmiques extrêmes qui secouent parfois le cosmos jusqu'à atteindre les berges de notre système solaire. Tu as même touché du doigt, semble-t-il, la gestation d'une galaxie, te rappelant à quel point tout semble aussi magique qu'inexpliqué. Inspiré par l'intensité et la majesté de ces phénomènes, tu prends la mesure infime de notre place dans l'univers, réalisant combien celui-ci reste excessivement complexe
et énigmatique. Les astrophysiciens, même s'ils arrivent à percer certains mystères, sont perpétuellement confrontés à de nouveaux questionnements. Les innovations technologiques, si elles permettent l'observation d'objets cosmiques de plus en plus lointains, tout comme elles livrent des précisions jusqu'alors jamais atteintes, nous réservent très certainement encore de nombreuses surprises. Les outils de demain permettront-ils un jour de comprendre tous les rouages du cosmos, de la survenue du Big Bang jusqu'à l'évolution future de notre univers? Nul ne peut répondre à ces questions existentielles. Ce qui est certain, c'est que le besoin de comprendre, l'enjeu de la conquête spatiale ou encore les explorations planétaires si convoitées sont des sujets qui enthousiasment la communauté scientifique et qui galvanisent un grand nombre de passionnés. Et toi, quel est le désir qui t'anime le plus ?